quand on m'a demandé de parler de ce sujet et plus précisément de l'article 418 du Code civil, puisque c'est de ce texte qu'il s'agit ici, j'ai redouté ma tâche. Parce que, a priori, ce texte est un non-sujet, tant il enfonce les portes ouvertes. Alors, que dit-il ? Le texte nous dit que, sans préjudice des règles de la gestion d'affaires, le décès de la personne protégée met fin à la mission de la personne chargée de la protection. Et c'est peu dire que la littérature juridique relative à la gestion d'affaires au décès de la personne protégée est faible. Et pour cause, la cessation de la mesure de protection au décès relève du bon sens, tant il est vrai que la mort met fin à la personnalité juridique et donc à la mesure de protection. Pourtant, la loi de 2007 y consacre 2 articles. À l'article 418 vient s'ajouter l'article 443 qui précise à propos de la durée de la mesure que celle-ci prend fin en cas de décès de l'intéressé. Alors, on peut légitimement s'étonner que le législateur ait consacré 2 textes pour exprimer l'évidence. Il n'est pas moins surprenant qu'il ait aussi jugé utile de réserver le jeu de la gestion d'affaires, alors qu'il s'agit ici de l'application pure et simple du droit commun. À vrai dire, le fondement de ces dispositions repose sur le souci de briser les pratiques antérieures. Il arrivait souvent, avant 2009, que les organes de protection continuaient de gérer les intérêts de la personne après son décès en organisant ses obsèques ou en concluant un contrat de généalogie. Le mandataire et parfois le juge procédaient au paiement des dettes incontestables et à l'approbation du compte final de gestion. Or, ces initiatives heurtaient les droits des héritiers et pouvaient justifier la mise en œuvre de la responsabilité de l'État pour faute. Quant à la gestion continuée de l'ancien protecteur, elle obéissait, elle, au droit commun de la gestion d'affaires. La réforme de 2007 a entendu encadrer ces pratiques. Non seulement elle soumet la conclusion d'un contrat de généalogie à l'autorisation du juge, mais encore elle interdit aux mandataires de faire des actes pour le compte de la succession et donc de se substituer aux héritiers de la personne protégée. Seul est toléré, en l'absence d'héritiers connus, la saisine d'un notaire en vue du règlement de la succession. Dans ce contexte, l'article 418 incarne à l'évidence un texte de recadrage. Ce constat se vérifie à la lumière des articles 423 et 515. Ces dispositions font courir la prescription de l'action en responsabilité ou en reddition de compte du jour de la fin de la mesure, alors même que la gestion aurait continué au-delà. Cette précision s'explique à la lumière de la jurisprudence antérieure. Lorsque le protecteur avait continué la gestion après l'extinction de la mesure, la Cour de cassation opérait le report du départ de la prescription à la date où la gestion avait effectivement cessé. Cette théorie dite de la tutelle de fait est aujourd'hui condamnée. Sur le terrain de la responsabilité du mandataire et des actions liées à la gestion des biens du majeur protégé, il convient désormais de distinguer celles qui tirent leur ancrage de l'exercice de la mesure de protection et celles qui émanent d'actes accomplis après l'extinction de la mesure. Tandis que les actes effectués dans le cadre de la mesure
peuvent donner lieu à une action dans un délai de 5 ans à compter du décès. Les actes accomplis après la mort du majeur peuvent bénéficier des règles de la gestion d'affaires. L'application de ce mécanisme doit être saluée, car s'il est parfaitement cohérent en droit que la mesure de protection prenne fin au décès, il n'en demeure pas moins qu'en fait, cette rupture brutale pose un certain nombre de difficultés. La gestion d'affaires permet alors d'instaurer une période transitoire entre la fin de la mesure et le dessaisissement du MJPM. Pour autant, elle s'avère insuffisante sur le terrain des actes que le mandataire peut accomplir au décès et plus encore sur le terrain des conséquences qui y sont attachées. Alors, quels sont les actes que le mandataire peut accomplir au décès? La réponse à cette question implique de cerner les conditions et le domaine de la gestion d'affaires. Celle-ci s'analyse comme l'acte par lequel une personne, le gérant d'affaires, s'immisce dans les affaires d'une autre, le maître de l'affaire, encore nommé gérer, sans avoir reçu mandat et pour lui rendre service. La gestion d'affaires n'est pas un mandat tacite. Il n'y a ici aucun accord préalable entre le gérant et le géré. Ce dernier n'est donc tenu d'aucune obligation d'agir. Et cette particularité de la gestion d'affaires explique ces conditions. 2 éléments doivent être réunis: l'intention de rendre service à autrui et l'utilité de la gestion. L'intention de rendre service à autrui incarne l'élément essentiel de la gestion d'affaires, dont les fondements reposent sur l'altruisme et le devoir de reconnaissance qui en découle pour le gérer. Cette intention appelle une double précision. D'abord, elle est exclue toutes les fois que le géré s'oppose à l'initiative du gérant ou qu'il l'approuve. En ce dernier cas, l'accord de volonté donne naissance à un mandat. Imaginons des héritiers qui donnent leur accord au dépôt conclu par un MJPM pour la conservation du mobilier du défunt. La ratification du contrat emporte rétrospectivement mandat, si bien que ce sont les règles du mandat qui vont s'appliquer. La gestion d'affaires est ensuite écartée lorsque le gérant agit en vertu d'un pouvoir ou d'un devoir. C'est dire que les obligations légales ou professionnelles y font obstacle toutes les fois qu'elles imposent une immixtion dans les affaires d'autrui. Et cette précision est importante à l'heure des travaux relatifs à l'éthique du mandataire. Que l'on songe par exemple aux obsèques de la personne protégée. Si la gestion d'affaires couvre les obsèques organisées par le mandataire, dans la mesure où il agit ici en dehors de toute obligation, le bénéfice en serait exclu si l'on décidait à l'avenir d'imposer au mandataire la responsabilité d'organiser les obsèques de la personne en l'absence de famille connue. La seconde condition de la gestion d'affaires réside dans l'utilité de la gestion. Il faut que l'affaire ait été bien administrée, dit le Code civil. Et l'on comprendra en effet malaisément que les héritiers soient tenus des charges inopportunes du mandataire. Alors, tous les actes profitables aux héritiers sont-ils éligibles à la gestion d'affaires? Son domaine est-il limité aux actes patrimoniaux? Telle n'est pas la position de la jurisprudence. Même si elle s'applique au premier chef aux actes patrimoniaux, il est admis que l'affaire d'autrui s'étend aussi à des intérêts
extra-patrimoniaux. Par exemple, le sauveteur qui porte secours à une personne est un gérant d'affaires. L'organisation des funérailles de la personne, en l'absence de famille connue, peut aussi s'y rattacher. Pour autant, ce sont sans conteste les actes patrimoniaux qui composent au premier chef le domaine d'élection de la gestion d'affaires. Tous les actes sont ici visés, les actes matériels, tels que le fait de libérer le logement de la personne, de remettre les clés au bailleur, de prévenir la police pour l'enlèvement du corps, d'aviser la banque du décès. S'agissant des actes juridiques, les actes conservatoires fournissent bien sûr le modèle de la gestion d'affaires. Peuvent en bénéficier les actes indispensables pour conserver les meubles de la personne, la conclusion d'un contrat pour la désinfection de son logement ou pour le rapatriement de son corps lorsque la personne est décédée à l'étranger. La gestion d'affaires couvre par ailleurs les actes d'administration tels que le congé délivré au bailleur. Qu'en est-il des actes de disposition ? Sur ce point, la prudence s'impose. Car si ces actes ne sont pas bannis par principe du domaine de la gestion d'affaires, leur gravité conduit à apprécier plus sévèrement l'utilité de la gestion. Merci. C'est donc l'opportunité de l'acte qui constitue la limite des actes de disposition. Par exemple, si l'on conçoit aisément la vente d'instruments financiers pour sauvegarder la valeur d'un portefeuille de valeurs mobilières ou le renouvellement d'un bail commercial pour éviter la disparition d'un fonds de commerce, on conçoit plus difficilement que la vente du portefeuille ou du fonds puisse engager les héritiers. C'est dire combien l'opportunité, l'utilité de la gestion est tributaire de la gravité de l'acte et de ses conséquences sur le patrimoine héréditaire. Pour cerner les conséquences des actes faits en gestion d'affaires, il faut distinguer suivant que les conditions de la gestion d'affaires sont ou non remplies. Lorsque les conditions sont réunies, la gestion d'affaires va produire des conséquences en termes financiers et de responsabilité. Sur un plan financier, le principe est certes que le gérant n'a pas droit à rémunération. Pour autant, la prise en main des affaires d'autrui ne doit pas non plus lui occasionner une perte. Le gérant va bénéficier d'une action en remboursement contre le géré toutes les fois qu'il s'est personnellement engagé et qu'il a avancé les dépenses. Prenons l'exemple d'un mandataire qui paie les frais de libération du logement de la personne. Ce mandataire va pouvoir réclamer aux héritiers les frais qu'il a exposés. D'une manière plus générale, il peut exiger le remboursement de ses pertes, telles que ses frais de déplacement, par exemple. Pour autant, la gestion d'affaires ne règle pas toutes les difficultés en l'absence d'héritiers connus ou lorsque ces derniers renoncent à la succession. Les frais avancés par le mandataire restent-ils alors à sa charge ? La succession étant vacante, le mandataire peut-il se faire rembourser par l'État ? Sur ce point, les frais funéraires bénéficient d'un traitement privilégié car ils sont une dette successorale et une dette d'aliment. C'est dire que le mandataire peut en obtenir le remboursement
par le curateur à la succession vacante et, en cas d'insuffisance d'actifs, par les obligés alimentaires, pourvu qu'ils existent. Peu importe que ces derniers aient renoncé à la succession. Ces difficultés ne se posent plus lorsque le MJPM s'est présenté à l'égard des tiers comme un gérant d'affaires. Le mécanisme de la représentation joue alors pleinement, si bien que ce sont les héritiers qui se trouvent engagés. Sur le plan de la responsabilité, le gérant est soumis à une double obligation. D'une part, il est tenu de continuer la gestion qu'il a commencée jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir. Cela signifie que le MJPM, qui a commencé à accomplir des actes conservatoires du patrimoine de la personne, ne peut pas, par la suite, s'en désintéresser. D'autre part, le gérant doit se charger de toutes les dépendances de l'affaire. C'est dire qu'il ne saurait être question, par exemple, de renouveler le bail commercial d'un fonds de commerce sans se soucier des autres actes nécessaires à sa conservation. Pour le reste, le gérant est assujetti aux mêmes obligations que le mandataire de droit commun. Il lui incombe de rendre compte de sa gestion et d'apporter à celle-ci tous les soins d'un bon père de famille. Même si elle peut être atténuée, sa responsabilité peut être engagée pour toute faute. La gestion d'affaires n'est donc pas sans danger pour le MJPM. Elle est d'autant moins lorsque les conditions font défaut, lorsque ces conditions font défaut. Car alors non seulement la responsabilité délictuelle du mandataire peut être actionnée, mais encore aucune indemnisation ne lui sera versée. C'est dire combien il est souhaitable que les domaines d'intervention du MJPM au décès soient enfin précisés. Un texte s'avère indispensable afin que les contours exacts des pouvoirs et des obligations du mandataire au décès soient tracés. Il convient notamment que soient clairement énoncées les conséquences des actes du mandataire sur un plan financier et de sa rémunération et sur le plan de sa responsabilité. Sur tous ces points, le recours au droit commun de la gestion d'affaires ne permet pas, en l'état actuel, au mandataire d'agir sans risque. Donc, à mon sens, c'est au législateur d'intervenir sur cet aspect.